Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la désignation du nouveau chef supérieur du canton Akwa s'est déroulée sous haute tension dans la ville de Douala. La famille Bonadika et les notables Boneleke Akwa contestent et dénoncent une mascarade orchestrée par l'autorité administrative pour écarter celui qui a été désigné selon les us et coutumes. Mais que s'est-il passé durant cette journée électrique à la salle des fêtes d'Akwa? Que disent les traditions du canton Akwa pour la désignation du chef supérieur de ce canton? Quelles sont les factions en présence? Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Alors que des voix s'élèvent pour annoncer une reprise des cours dans les établissements scolaires publics, la grève, elle, s'intensifie dans les écoles primaires, dans les lycées, à travers les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Vous verrez dans ce journal comment les propos du ministre de l'Éducation de base ont suscité la colère des instituteurs contractuels et maîtres de parents. Pendant ce temps, le ministre du Travail multiplie les négociations avec les syndicalistes et les différents mouvements de contestation, les appelant à éviter toute récupération. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est pratiquement à huis clos et sous haute surveillance militaire que s'est déroulée la désignation controversée du chef supérieur du canton Akwa. Selon le préfet du Vouri, le nouveau roi est Din Dika, lui, contesté par la famille Bonadika. Elle se présente comme la famille régnante du village Boneleke et selon les traditions, c'est elle qui doit choisir et désigner le nouveau roi du canton. Et celui-ci a été désigné en février 2021 au nom de Jean-Pascal Ngando et Bonga. Seulement, il n'a pas été installé ce jour. Ambiance électrique racontée dans ce reportage signé Romanoustier, Innocent Abega et Ulrich Ngonomala. Voici le nouveau roi, le chef supérieur du canton Akwa, adulé par ses sujets. Sa Majesté Ding Dika, lui, succède à son père Charles David Dika Akwa III, décédé en décembre 2020. La quarantaine sonnée, le roi des Akwa a été installé par le préfet du département du Vouri. Un nouveau chef a été désigné. Il s'agit de Sa Majesté Dika Dika Louis, qui succède à son père. Je crois que la tradition a été appliquée, la coutume a été respectée. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire vive le roi. Le roi est mort, vive le roi, à travers Dika Louis, qui est notre nouveau King Akwa. Cependant, le nouveau roi est déjà contesté par plusieurs autochtones et la majorité des notables du village Boneleke. On va faire un recours parce qu'on ne le connaît pas. Il ne fait même pas partie de la famille Dika. Il n'a jamais siégé avec nous en réunion, on ne le connaît pas. Les notables ne le connaissent pas, les chefs de foyer ne le connaissent pas. Alors nous ne pouvons pas accepter qu'un chef imaginaire vienne nous commander. Selon plusieurs témoignages, la succession sur le trône ne s'effectue pas de père en fils dans le village Boneleke. Ici, il faut être issu de l'arbre généalogique de la famille Bonadika. C'est elle la famille royale, parmi les 11 qui constituent le village Boneleke. Après le choix effectué par la famille régnante, le prince est pressenti à la notabilité du village qui l'approuve, lequel prendra par la suite le trône du canton Akwa. C'est une règle qui s'est toujours appliquée depuis des lustres. Les faits historiques en témoignent. Ténésie, le cas le plus récent dans la succession au trône de la chefferie Boneleke. En 1998, le défunt roi Charles David Dika Akwa III avait été choisi par la famille Bonadika, alors que son père n'avait pas été chef, et ce, en présence des enfants du défunt, et Bonge Akwa, chef supérieur du canton Akwa à cette époque. C'est suivant cette tradition que le 13 février 2021, la famille Bonadika a porté le choix sur le prince Jean-Pascal Ngando Ebongue, fils d'Ernest Ebongue, chef supérieur du canton Akwa, entre 1976 et 1998.
Au détriment de leur choix, c'est un autre chef qui a été installé à huis clos dans la salle des fêtes Akwa. Certains notables ont été recalés à l'extérieur pour manque de billets d'invitation. Le village Boneleke qui intervient en aval après le processus en interne de la famille régnante a adoubé le chef qui lui a été présenté. Nous avons signalé ce choix à l'administration, mais comme toujours dans ce pays, vous avez des gros bras qui, pour leurs intérêts personnels, veulent mettre à la place quelqu'un qu'on va manipuler. Le village Boneleke n'accepte pas et nous partons. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. C'est donc un choix imposé par l'administration publique pour la communauté bonadika qui voit sa tradition torpillée. Au regard de ces tensions, un communiqué vient d'être rendu public. La famille Bonadika, appelée à exercer le commandement traditionnel dans le canton Akwa, et les notables de Boneleke Akwa, coutumièrement compétents pour la désignation du chef supérieur du canton Akwa, informent les Bonambela, le peuple Sawa et l'ensemble de l'opinion publique nationale que Monsieur le préfet du Vouri a précédé ce jour, 15 mars 2022, aux consultations en vue de la désignation du nouveau chef des Akwa. Ces consultations, selon ce communiqué, ont connu de nombreuses entorses, tant sur la forme que dans le fond, et se sont transformées en une honteuse mascarade orchestrée par le préfet du Vouri. Les us et coutumes du canton Akwa ont été foulés aux pieds. Le préfet n'est pas venu procéder à des consultations, mais imposer un chef au Akwa, communauté historique du Cameroun, selon ce communiqué. Au cours de cette pseudo-consultation, la famille régnante Bonadika et le prince Ngando Ebonge Akwa Jean-Pascal, fils du feu chef supérieur Ebonge Akwa Ernest et petit-fils du chef supérieur Ebonge Dika Arnold, choisi par la dite famille et dont le choix a été entériné par les notables boneleke, n'ont même pas été autorisés à entrer dans la salle alors que le tapis rouge était déroulé aux candidats manifestement choisis d'avance par l'administration. Pire encore, le chef des foyers Bonadika, finalement admis dans la salle, et la notabilité de Boneleke n'ont pas été consultés sur le choix porté par la famille régnante, conformément aux dispositions du décret portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Par conséquent, la famille régnante Bonadika et les notables Boneleke Akwa, coutumièrement compétents pour la désignation du chef supérieur du canton Akwa, se désolidarisent de ce simulacre et désapprouvent avec fermeté le pseudo-choix porté par Monsieur le préfet du Vouri. Ils ont foi, disent-ils, que la République fera prévaloir leurs us et coutumes ainsi que la réglementation en vigueur. Ils se réservent le droit d'exercer un recours prévu par la réglementation en vigueur. Ont signé 9 notables de ce village du canton Akwa et la famille Bonadika, dont les foyers étalés Mouta Pena, Wanja Queen et foyer Ndongo à Ndoumbe. Également 9 notables qui ont signé ce communiqué qui vient d'être rendu public. À 5 km de Garoua, dans la région du Nord, se trouve l'école publique Ouro Yerima. Elle offre des mauvaises conditions de travail et d'apprentissage aux instituteurs et aux élèves. Face à cette détérioration de leurs conditions de travail, ces instituteurs sont eux aussi entrés en grève pour interpeller le gouvernement à la fois sur leur situation, mais également sur la nécessité de leur donner de meilleures conditions de travail et d'améliorer leur statut dans cette partie du Cameroun. C'est un grand reportage signé Olivier Tsefo et Jean-Paul Chouniat. Au premier jour de grève dans l'éducation de base, les enseignants de l'école publique de Ouro Yerima ont déposé la craie pour revendiquer le paiement de leurs droits, à l'exemple de leurs homologues des enseignements secondaires. Aucun cours dispensé depuis 7h30. Depuis son bureau en plein air, le directeur de cette école observe la scène. J'ai arrivé tôt le matin, j'ai constaté, ils ont refusé d'entrer dans les salles de classe. Ils ont écrit, ils ont chanté. J'ai appelé M. Abdoulaye de l'IAEB pour informer la hiérarchie que les enfants refusent d'enseigner. Bon, il m'a dit de rester observateur. Les enseignants ont faim. Ils n'ont pas de bâtiment.
Nous avons passé 7, 8, 10 ans avant d'être intégrés. À ce jour, nous n'avons pas de salaire. Certains sont devenus fonctionnaires sans avancement. Et pour quelle raison? Sortie de l'INIEJ en 2010, cette enseignante, venue du Sud Cameroun, vivant dans une précarité sans précédent. Pour mère de 2 enfants, sans salaire, sans matricule, je suis obligée de marcher à pied, attacher mon enfant au dos pour venir à l'école. Il faut vraiment que nos matricules sortent. Ça ne va pas, c'est mauvais. Le ministre ne peut pas se placer pour dire qu'on n'a pas de problème. On a des problèmes. Parfois, au bout du découragement, le directeur d'école se voit régulièrement obligé de mettre la main à la poche pour assister ses collaborateurs dans leur sacerdoce quotidien. On marche à pied pour venir déjà à l'école. On traverse la forêt. Elle vient de fois, je sors l'argent de ma poche pour dire prendre les taxis. De fois, quand elle arrive au carrefour, là, elle m'appelle directeur, je suis bloqué, je suis obligé d'utiliser mon moyen de locomotion pour aller la chercher. Elle peut témoigner. Et ce qui énerve le plus ces enseignants, c'est le discours de négation de leurs problèmes du ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Etoudingwa. Ce n'est vraiment pas digne d'un pays comme le Cameroun et surtout que le ministre se place devant les médias pour dire qu'il n'y a pas de problème à l'éducation de base. Je me demande si vraiment il a fait le tour du Cameroun pour savoir si au niveau de l'éducation de base, nous n'avons pas des problèmes. Il faut que cesse la marginalisation et la chosification des instituteurs. En plus de leurs conditions de vie déplorables, ces enseignants travaillent dans un environnement se passant de tout commentaire, à l'instar du bureau du directeur d'école. Voilà mon bureau, à l'air libre, le vent, tout ça là. Donc il faut que vraiment l'État fasse quelque chose pour nous. Et nous faisons cours dans ces sécos que vous pouvez observer. Sous le soleil, la pluie, la poussière, sans ignorer quand les bœufs passent, le tourbillon, nous souffrons vraiment. Et en plus, nous n'avons pas de toilettes ici. Ou alors les toilettes qui existent sont fictives. Puisque c'est fermé, c'est scellé, même l'eau, il n'y en a pas. Et quand un enseignant a par exemple une diarrhée, nous sommes obligés de recourir chez les voisins qui parfois n'acceptent pas. Par ce mot d'ordre de grève, trop c'est trop, expression d'un ras-le-bol cumulé depuis plus d'une dizaine d'années. Les enseignants de l'école publique de Ouro Yerima dans l'arrondissement de Garoua 1er, comme leurs collègues sur l'ensemble du pays, exigent désormais le paiement intégral de tous leurs droits, estimé à près de 150 milliards de francs CFA, ainsi qu'une amélioration de leur cadre de travail pour un meilleur suivi, garant du plein épanouissement des élèves placés sous leur responsabilité. L'avenir de la jeunesse et du Cameroun en dépend, conclut-il. En adressant aux instituteurs les félicitations du président de la République pour leur non-participation à la grève dans le secteur éducatif, le ministre de l'Éducation de base, vous le voyez, a suscité la colère chez les instituteurs et maîtres de parents. Dans la cité capitale, par exemple, la grogne s'est généralisée dans plusieurs écoles publiques, un signe de vive protestation contre l'insuffisance des mesures gouvernementales pour résoudre les préoccupations de ces enseignants. Pendant ce temps, le ministre du Travail a engagé des négociations avec les différents mouvements de protestation. D'autres précisions avec Ben-Christine Moudio et Emmanuel Diop. Les instituteurs et maîtres de parents en ont plus que marre. La grève qui a débuté le 2 février dernier prend de l'ampleur. Monsieur le ministre de l'Éducation de base a pensé que ces enseignants n'étaient pas en grève, qu'il n'y avait pas de problème dans son département ministériel. Et c'est cela qui a courroucé, qui a tellement courroucé les enseignants, au point où ils se sont dit non, nous ne pouvons pas laisser les autres collègues du secondaire envahir notre mouvement, parce que c'est nous qui avons lancé le mouvement en premier. Dans ce complexe scolaire, les tableaux sont noirs et la majorité des enseignants désertent les salles de classe. Je suis sortie de l'INIEJ depuis 2015. J'ai fait des concours et des recrutements sur études de dossiers. Nous attendons toujours les résultats en vain. Avec ce qu'on nous donne en tant que maître de parents, on ne peut pas joindre les deux bouts. Depuis 2019, je n'ai plus d'avancement et j'ai été affectée de l'Ouest pour Yaoundé. Je n'ai pas de frais de relève. Je n'ai pas d'allocation familiale, j'ai constitué les dossiers, mais la procédure est tellement longue. Ça fait environ
18 mois aujourd'hui que je n'ai pas de matricule, je n'ai pas de salaire. Vraiment, nous en avons marre. Dans la douzaine de groupes du complexe scolaire public de Nkondongo, les réalités sont similaires. Nous n'avons pas de profil de carrière, entre autres. Je me demande quel autre corps de métier peut supporter pendant 40 ans, dans le même grade, pendant 40 ans, juste à prendre sa retraite, je n'en trouve pas. Nous sommes dans une école inclusive, c'est-à-dire une école qui accueille tout type d'apprenants. Vous voyez donc que dans les écoles inclusives, les maîtres enseignent d'abord, nous faisons tout ce que les autres collègues font. Et en plus, nous encadrons les enfants à besoins éducatifs, ce qui n'est pas facile. La grève se propage et touche désormais les écoles maternelles. Nous avons même certaines primes qui sont allouées aux enseignants, les primes de rendement, ainsi de suite, que nous percevons très rarement. Nous ne savons pas où est-ce qu'ils sont détournés. Et nous avons également les problèmes même les problèmes d'infrastructure. Le gouvernement, de son côté, tente de calmer les esprits. Les syndicats des enseignants ont été reçus par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui promet des changements dès la fin du mois de mars. Toutefois, les participants sortent de cette concertation divisés. On peut espérer, on va rentrer dans les salles de classe. Quand on n'était pas en salle, on était à la véranda. Quand on entre en salle, c'est pour discerner les cours. En attendant, voir le mois de mars comme le représentant du gouvernement nous a rassurés. S'il faut que la grève soit suspendue, c'est le SNICOM qui doit demander que la grève soit suspendue après avis de la base, après avis des camarades de la base. Ce n'est pas devant les micros qu'on vient suspendre un mot d'ordre de grève. Une réunion prévue au Premier ministère devra statuer sur la situation particulière des enseignants de l'éducation de base. Grégoire Ona invite les enseignants grévistes à reprendre le chemin des salles de classe et surtout éviter toute récupération et tout dérapage durant leur grève. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s'est exprimé ainsi lors d'une concertation avec des syndicats des enseignants, les collectifs d'enseignants indignés et collectifs On a trop supporté. À présent, je vous invite à suivre une attitude du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, s'exprimant devant les syndicats des enseignants et les différents mouvements de protestation qui ont cours depuis déjà 4 semaines. Nous n'allons plus retomber dans les pièges du passé. Lorsque le chef de l'État avait satisfait à toutes les demandes et qu'un agenda caché a surgi. Nous connaissons tous la suite de la triste histoire. Nous n'allons pas revenir dessus. Nous devons donc essayer de respecter les règles élémentaires du travail. Les revendications que je me permets de qualifier de pertinentes des enseignants ont été acceptées. Les réparations sont en train d'être mises en œuvre. Les enseignants, à mon humble avis, doivent tous, je dis bien tous, reprendre le chemin des classes. Je vous ai invité ce matin, au moins pour 3 choses, parce qu'on n'est qu'au début, pour vous inviter vous-même à rester vigilants, monsieur le président des syndicats, et à vous organiser pour le suivi de la résolution des problèmes et la sauvegarde de vos intérêts. Deuxièmement, pour poursuivre le dialogue social prescrit par le chef de l'État, car il y a des problèmes financiers, certes, qui s'arrêtent déjà, mais il y a peut-être aussi d'autres problèmes. Troisièmement, comme vous savez, ce dialogue, comme prescrit par le président de la République, doit se poursuivre par les voies légales. Au-delà des écoles publiques et primaires, l'opération Crème Morte se poursuit au lycée classique de Bafoussam
Dans la région de l'Ouest, des enseignants restent engagés dans la grève, contrairement aux propos de l'un de leurs collègues, annonçant sur les antennes de la radio publique une reprise des cours dans cet établissement scolaire. Pour des grévistes, seules des réponses concrètes à leurs revendications conditionnent leur retour dans les salles de classe. Explication avec Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Là. Très bien. Non à la. Des cris de cœur, des slogans de lutte. Les enseignants du lycée classique de Bafoussam n'ont pas ressuscité la craie. Le lycée classique est toujours ôté. Nous voulons là. Nous voulons là. L'argent. Nous voulons là. L'argent. Le lycée classique est toujours ôté. Le mouvement observé ce mardi 15 mars 2022 intervient après qu'un de leurs collègues ait laissé entendre, à travers une sortie à la chaîne nationale, qu'ils avaient renoncé à l'opération craie morte. Pourtant, ce jour, nous avons tenu cette réunion parce qu'hier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons reçu des appels des collègues nous appelant des traîtres, disant que le mouvement OTS avait été désamorcé ici. Donc c'est la raison pour laquelle les collègues, nous avons jugé bon de tenir une petite rencontre ce jour pour faire connaître à l'opinion publique que ici au lycée classique, nous avons encore très mal dans notre chair. Selon ces enseignants, leurs difficiles conditions de vie ne permettent nullement de reprendre la craie sans entrer en possession de leurs dû. Nous voulons également rassurer aux parents et à nos élèves qu'ils se tiennent tranquilles. Dès la fin du mois, si nos revendications sont prises en considération, nous reprenons la craie. La craie va ressusciter. Et nous voulons également dire ici que nous ne sommes pas instrumentalisés. Nous avons vraiment mal dans notre chair. Nous passons par des moments très difficiles dans nos familles et autres. Vous voyez, je suis tout vêtu en noir. C'est un hommage à notre collègue du lycée de Beka, Amidou, qui est décédé, a été enterré comme cela. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Et nous ne voulons pas, en réalité, que cela continue à arriver. Plus déterminés qu'hier, les enseignants du lycée classique de Bafoussam ne voudraient pas se positionner comme des traîtres dans une lutte collective entamée il y a 4 semaines. L'argent, nous voulons là, l'argent. Le lycée classique est toujours ôté. À présent, cette image frappante, 4 salles de classe sous un hangar et 192 élèves encadrés par un seul enseignant. C'est le décor d'une école publique située près de Tibati. Elle est l'ombre d'elle-même en attendant la mise en service des bâtiments pour cette école. Le calvaire des élèves est raconté dans ce reportage de Rodingassi et Aïk Cyril. Un mur dans le village Bolagale, près de Tibati, sur la nationale numéro 15, comme pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. De l'autre côté de la barrière, l'on ne s'imagine pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais une fois le portail franchi, l'on tombe nez à nez sur cette école peu ordinaire. Monday, Tuesday, Wednesday, today and Sunday. Un hangar avec des troncs d'arbres qui servent de table-banc. L'école se nomme l'école publique de Bolagale et c'est dans l'arrondissement de Tibati. L'école existe depuis 2010, l'année de création de cette école. L'image est à la limite insolite, mais c'est dans ces conditions que ces élèves de l'école publique de Bolagale acquièrent le savoir. C'est un calvaire, c'est un parcours de combattant chaque matin. Quand on arrive, il faut savoir gérer les classes multigrades. SIL, CP, CE1, CE2. Nous avons un problème social d'enseignants ici, dans l'arrondissement de Tibati. Créée en 2010, l'école publique de Bolagale, c'est 4 classes sous un même hangar. SIL, CP, CE1 et CE2, 192 élèves encadrés par un seul enseignant. Dans le cadre des aménagements connexes sur l'axe Lena-Tibati, un nouveau bâtiment a été construit. L'école publique de Bolagale va afficher fière allure dès la rentrée prochaine. Ça va résoudre le problème des enfants qui allaient plus loin. Parce qu'il y a une école qui est située à 3 km d'ici. Les enfants plutôt allaient de l'autre côté.
indiquant qu'ici chez nous, nous n'avons pas de structure d'accueil. Ils préfèrent aller de l'autre côté. Je crois que ce sera une très bonne chose. D'ici la rentrée, on va faire le plein d'œufs. Il en est de l'école publique de Bola-Galé, comme de l'école primaire de Sekbe. Située à proximité d'un cours d'eau, l'école pourrait être envahie par les inondations. Pour la sécurité des apprenants, un nouveau bâtiment est construit plus loin, mais reste à parachever les travaux afin que l'école soit fonctionnelle. C'est l'école publique de Sekbe, avec 2 toilettes, des latrines. Il reste à aménager les cours pour essayer de donner la viabilité. En termes d'aménagement connexe, le projet de construction de la route Lena Tibati a également permis la réhabilitation de certains centres de santé, dont celui de Ngongontoa, contenu dans le lot numéro 6, et de Sola, alimenté avec de l'énergie solaire. En visite de travail dans la région de l'extrême nord, le ministre de la Santé publique a piqué une vive colère face à la lenteur des travaux d'aménagement du centre hospitalier de Maroua. Le projet a démarré officiellement en 2019 et accuse 3 ans de retard sur les délais initiaux de livraison. Nous y reviendrons. La transition malienne mise sur une refondation d'un État dépouillé des maux et autres fléaux qui ont plongé ce pays dans des crises sociopolitiques. Seulement, la création du ministère de la refondation de l'État malien, confié à Ibrahim Ikassa Maïga, suffit-elle à favoriser l'émergence d'une nouvelle ère politique? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Marcelin Gansop. C'est à coup sûr le ministère qui porte en lui l'espoir du lendemain meilleur que les Maliens appellent de tous leurs vœux. Les multiples crises qu'a connues ce pays de l'Afrique de l'Ouest ont laissé des traces que la transition s'efforce aujourd'hui à effacer. Notre État a été atteint dans ses fondements. Un État, c'est des rôles régaliens. Et il se trouve que depuis près de 10 ans aujourd'hui, l'État du Mali n'arrive plus à jouer ses rôles régaliens, comme cela se doit pour un État dans le concert des nations. La défense et la sécurité, la gouvernance des affaires publiques, pour répondre à la demande sociale, les services publics simplement, l'administration qui doit être présente sur l'ensemble du territoire national au service du peuple, la justice, les aspects politiques comme des élections transparentes, crédibles. Tout cela est sujet à caution au Mali. La création d'un ministère dédié à la refondation n'est donc pas le fait du hasard. Tout est effectivement à refaire dans la perspective de l'avènement du Mali nouveau qui fera oublier les sombres pages d'un passé qui reste douloureux. Il y a un délitement de l'État dans ses rôles régaliens. On s'est rendu compte que la corruption a gangréné tous les méandres de la société, pas que l'État, mais de la société. On s'est rendu compte que la justice n'était pas rendue, que l'impunité avait corps, puisqu'il y avait des journalistes qui pouvaient disparaître, d'autres personnes. On pouvait détourner des fonds entiers dédiés à la reconstruction de l'armée sans que justement la justice ne pipe mot. Des rapports sont établis dans ce sens. Mais alors, nous avons dit stop. L'école va à volo, les infrastructures sont construites, mais les fonds sont détournés et des routes qui devraient tenir 10 ans sont détériorées en 1 année ou 2. Il faut les reprendre encore avec force coût d'argent à dépenser, mais c'est tout cela qui est atteint, y compris la citoyenneté malienne. Cette refondation se fera avec tous les Maliens. Aussi, la transition en place a-t-elle la lourde mission de les y intéresser, mais surtout de les y impliquer. La plus grande difficulté, c'est déjà la vision à partager avec l'écrasante majorité des Maliens. Si cela est donné, tout le reste va être facile. Ce n'est pas tant ce qui reste à faire que ce qui a été fait déjà qui compte. Ce qui a été fait, c'est d'inverser cette tendance du défaitisme malien, où on a pu se convaincre pendant ces 10 dernières années que nous ne valons rien, que toute la planète est venue nous porter à bout de bras, parce qu'on n'arrive pas à assurer le minimum pour notre peuple. Et je pense qu'on a inversé la tendance.
on serait mis debout aujourd'hui. Le gouvernement de transition est conscient des embûches, des obstacles et autres difficultés qui pourraient se dresser sur le chemin de la refondation. Mais la foi et la détermination des Maliens devraient permettre de relever le défi, aussi difficile soit-il. C'est la volonté et le courage politique qui manquaient à tout cela. Et aujourd'hui, elle est surabondante au niveau des autorités de la transition parce que imbu de ce que le peuple lui-même a exprimé, place de la République. Aujourd'hui, il y a ce changement dans la démarche. Tout cela est allègrement mis en œuvre. Il y a une bonne gouvernance qui s'est déjà installée avec les autorités de transition. La justice a pris à bras le corps tous les dossiers qui posaient problème. Les syndicats aujourd'hui sont mieux écoutés et je pense que les problèmes syndicaux sont traités à bon escient. Les infrastructures sont mieux rebâties aujourd'hui. La défense et la sécurité regagnent du terrain. Je pense que le mental des Maliens aussi change. La refondation est un processus qui nécessite de la patience. Aucun aspect de la vie nationale n'est épargné. Aucune Malienne ni aucun Malien ne doit se sentir à l'écart. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Grève des enseignants. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale était face aux syndicats des enseignants et représentants du collectif On a tout supporté. Grégoire Ona reconnaît la légitimité de leurs revendications et annonce que ces négociations et ces concertations doivent se poursuivre dans les toutes prochaines semaines. Néanmoins, il a précisé que les enseignants, les syndicats doivent éviter toute récupération et tout dérapage de leur grève. Une grève qui, selon lui, doit s'effectuer dans la légalité et à son humble avis, je reprends ses propos, les enseignants doivent reprendre le chemin des salles de classe car le gouvernement est en train de résoudre leurs préoccupations et cela va se matérialiser d'ici la fin du mois de mars. À la sortie de cette concertation, certains syndicalistes sont favorables à une reprise des cours. D'autres estiment qu'il faut consulter d'abord la base des grévistes avant de se prononcer. Et il y a une catégorie qui est ferme. La grève doit se poursuivre jusqu'à une concrétisation des réponses du gouvernement. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.